Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet. Il suffit d'avoir une bonne Remington, d'être sans le sou, sans éditeur, pour croire que l'ouvrage qu'on est en train d'écrire, avec la violence de ses tripes, est le chef-d'œuvre qui vous sortira du trou. Malheureusement, ce n'est jamais le cas. Il faut autant de tripes pour faire un bon livre que pour en faire un mauvais. Quand on ne possède rien, on espère au moins le génie. Mais le génie a la gueule fine. Il n'aime pas les démunis. C'est l'histoire d'un marmot des Caraïbes aux genoux maigres et pointus qui, par la seule force de ses mots malicieux, réussit peu à peu à faire disparaître l'argent, à voyager et à manger sans débourser un seul centime, à traverser le monde en sifflotant. D'un jeune haïtien qui, fuyant la dictature de François Papadoc Duvalier et les balles des tontons Macoute, débarque sans papier à Montréal en 1976 et, près de 40 ans plus tard, accède au statut d'immortel en devenant le second écrivain noir à rejoindre le cénacle de l'Académie française. Entre ici, Dany Laferrière. Dans ce premier épisode, ce romancier savoureux de la paresse et de la sensualité, auteur, conteur, dessinateur d'une vaste autobiographie en 32 volumes ayant démarré en 1985 par un succès intitulé « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », revient à 67 ans sur l'éveil de sa vocation de menteur vrai. Via ses premières lectures, ses premières histoires, ses premières lectrices, ses corrections spontanées du quotidien de son île sur la table de la cuisine familiale, qui lui ouvrirent les portes du journalisme, ou encore sur son exil obligé après une nuit dramatique dans l'œil du cyclone, qui marque le début de sa vie en zigzag, catapulté dans une ville où l'hiver rigoureux du Canada lui imposera de s'enfermer dans une chambre crasseuse et lumineuse pour écrire non pas un, mais 2 premiers romans. Bonjour, Dany Laferrière. Bonjour. Le livre est une fenêtre par laquelle un petit voleur de 6 ans s'enfuit en emportant l'alphabet. 10 livres. Il y avait exactement 10 livres sur la petite étagère au-dessus de votre tête dans la maison de Petit Goave, située à 70 km au sud de Port-au-Prince, sur votre île natale, Haïti. Vous y êtes né en 1953, d'un père intellectuel et homme politique, Winsor Kléber Laferrière, et d'une mère archiviste à la mairie de Port-au-Prince, Marie Nelson. Le petit Winsor Kléber, qui porte le même nom que son père et qui deviendra Dany, passe son enfance avec sa grand-mère, Da, dans ce pays dominé par les libellules, les papillons, les fourmis, les montagnes bleues et la mer turquoise de la Caraïbe. Ces épisodes heureux sont relatés dans vos romans L'odeur du café et Le charme des après-midi sans fin. C'est là que toute votre sensibilité d'écrivain s'est formée. Vous lisiez dans le petit lit sous la penderie et à 9 ans, dites-vous, vous lisiez déjà en écrivant. Vous vous demandiez anxieux comment l'auteur avait fait, comment il avait fait pour que je ressente depuis 3 heures une telle tempête. Comment fait-il ? Cette question a déterminé votre vocation. C'est cette question posée de 100 manières différentes qui va diriger cette conversation. Quel livre figurait parmi les 10 ouvrages au-dessus de votre tête d'enfant ? Je pense à Capitaine courageux de Kipling. Il y avait aussi Quentin Durard de Walter Scott, je crois. Kipling, je n'arrivais pas à savoir comment il avait fait pour que j'ai cette sensation de tanguer dans mon lit comme sur le pont du navire en pleine tempête, dans la côte de Terre-Neuve,
C'était, je crois, une chasse au cachalot. Enfin, je me souviens de très peu de choses, mais du goût de la mer, du goût salé, de l'odeur et des cris, et ça, je les entends encore. Une mer maussade roulait en grande houle. Le navire glissait, pour ainsi dire, dans de longues, profondes avenues, de longs, profonds fossés qui changeaient sans trêve ni merci, et envoyaient la goélette couronner le piton de 1000 montagnes grises, pour ensuite lui faire descendre en zigzag les pentes, tandis que le vent hurlait dans ses agrès. Tout là-bas, une vague éclatait en une nappe d'écume, et celle qui suivait, comme à un signal donné, se mettait de la partie. Jusqu'à ce que Harvey sentit ses yeux nager dans une vision d'entrelacs blancs et gris. Un grain ou deux errèrent sans but sur l'étendue, sans espoir, descendirent le vent, revinrent et s'évanouirent, fondus. Rudyard Kipling, Capitaine courageux. Mais ma nature s'était formée bien avant, parce que quand une de mes tantes faisait venir un magicien pour une fête, j'étais toujours impressionné, non pas par le fait que le magicien pouvait sortir une fleur ou un lapin du chapeau, mais par le fait que c'était un truc. C'est ça qui m'avait émerveillé. C'est la technique, c'est-à-dire, j'imaginais tout son apprentissage, tout le temps que cela a dû coûter pour qu'il puisse déformer la réalité, lui donner une couleur différente. Un lapin, ça se trouve dans la nature, il suffit d'aller dans un endroit acheter un lapin. Une fleur, c'est encore plus facile. Mais faire apparaître une fleur parce qu'on a triché, j'avais trouvé que c'était la chose la plus merveilleuse qui soit. C'est la rareté des livres qui rendait le récit sacré. On les dénichait dans des endroits insolites. Je me revois en train d'errer dans la maison, pris d'une fringale d'alphabet. C'est là que j'ai découvert le monde excitant d'Alexandre Dumas, dans un coin sombre de la grande armoire de ma grand-mère. Je me suis réfugié sous le lit pour suivre au galop d'Artagnan sur les routes de France. Puisque les livres étaient donc rares dans votre maison d'enfant, écriviez-vous déjà de petites histoires à l'époque, des contes, des poésies, des nouvelles ? Les livres étaient rares, mais je ne savais pas qu'ils étaient rares. J'avais plutôt l'impression que les livres poussaient de partout. Il n'y avait pas cette bibliothèque installée où l'on trouvait tous les livres. Je regardais dans cette même vieille armoire, je pouvais trouver un livre sous un drap. Et l'affaire, c'est que je n'arrivais pas à savoir, et malgré toutes mes questions, qui avait amené tel livre. Je réécrivais des contes dans ma tête, comme font tous les enfants. Et plus tard, d'ailleurs, j'ai lu une phrase d'Aragon qui m'avait semblé si juste. Il disait « Et tous ces livres que j'écrivais du temps que je n'écrivais pas encore ». Vers 13 ans, j'ai commencé à écrire vraiment des petites histoires. Quel était le sujet de ces petites histoires ? Bon, d'abord la raison. Oui. Et c'était pour impressionner ma sœur, parce qu'elle était mon seul public et qu'elle était avec une de mes cousines, oui. Ma cousine était le bon public, celui qui croit dans tout ce que je fais. Si je fais semblant de mourir, je ferme les yeux, elle pleure. Si j'ouvre les yeux, elle applaudit à tout rompre. Et ma sœur était plutôt sceptique. Grande sœur ou petite sœur ? Petite sœur d'1 an. J'ai voulu l'introduire dans un livre. Naturellement, si elle n'était pas gentille avec moi, je faisais d'elle une petite sœur méchante. Et elle n'avait qu'à me payer, et puis je changeais son... J'étais déjà un écrivain, je ne dirais pas corrompu, mais j'étais étonné de l'impact du récit. C'est elle qui m'a donné ça. Ce qu'on écrit nous dépasse le rapport que j'ai avec elle. C'est quelque chose d'autre. C'est très important. Ça, ce sont les premières histoires à 13 ans. Oui, et d'autres histoires aussi où j'étais un grand séducteur. À cet âge-là, déjà ? Dans les histoires ? Oui. Ah oui, parce que dans la réalité, ce n'était pas du tout la situation. J'étais trop maigre, j'avais un genou pointu, c'est-à-dire il n'y avait que les os du genou. Et comme on portait des pantalons courts, donc on voyait que ça. Mais je pouvais être séducteur. J'avais remarqué une chose qui était au cœur de la séduction. C'est le refus.
Comme je suis l'un des rares Haïtiens qui ne sait pas danser, quand on faisait des petits bals, des petites fêtes d'anniversaire, on nous invitait. Au moment de danser vraiment, j'allais me cacher quelque part pour ne pas danser. Et j'avais remarqué que ça attirait les filles comme le miel attire les ours. Elles voulaient toutes me convaincre de danser avec elles, pensaient que j'étais quelqu'un de difficile. Et plus je refusais, plus j'avais un grand succès. Et vous avez fait une histoire de ça ? Non, mais c'est resté dans ma littérature. Et toute ma littérature de rapport avec les femmes est basée sur « et si c'était elle qui venait ». D'ailleurs, dans « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », Booba pratique ce qu'il appelle la drague immobile. Il reste couché dans son lit et si on a besoin de lui, si on l'aime vraiment, eh bien, on cherche à avoir l'adresse, on monte l'escalier et on va dans sa chambre pour venir lui parler, lui faire la cour. À cette époque, celle de votre enfance, Haïti vit dans la terreur d'un dictateur, François Duvalier, dit Papa Doc, arrivé au pouvoir en 1957. Il y restera jusqu'à sa mort en 1971. C'est un homme obsédé par le culte de sa propre personnalité, qui jouit des services de milices privées, les tontons macoutes. En face de ces molosses, il y a par exemple votre père, devenu maire de Port-au-Prince à 24 ans et sous-secrétaire d'État au commerce à 26 ans. Il est chef d'un petit parti politique, il a un goût inné de la contestation dans une sorte de turbulence totale. C'est, dites-vous, quelqu'un qui se lève. Il était plus souvent dans le maquis qu'à la maison, mais le pouvoir le nomme consul à Gênes, en Italie, puis ambassadeur à Buenos Aires, en Argentine, façon d'éloigner cet opposant avant de lui signifier qu'il ne peut plus rentrer au pays. Vous avez 4 ou 5 ans quand votre père est donc contraint à l'exil. Vous ne le reverrez pas. Non, j'ai failli le voir à New York. J'étais à New York, on m'a dit que mon père habitait à Brooklyn. Je suis allé le voir, j'ai frappé à la porte, mais il n'a pas ouvert la porte. J'ai insisté. Et à un moment donné, je l'ai entendu hurler quelque chose que je pourrais traduire par tout le monde est mort en Haïti et je n'ai pas de pays, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de femme. C'était trop tard. J'étais arrivé trop tard. Il était déjà fou. Vous êtes élevé dans sa mémoire avec beaucoup de pudeur et protégé, enfant, par toutes les femmes qui vous entourent, votre grand-mère, votre mère, vos tantes, qui vous élèvent dans la joie et vous confectionnent des tendresses, comme un pied de nez, dites-vous, au dictateur. Comme pour Pagnol ou comme pour Almodovar, cet enfant, c'est le ferment de votre littérature. Près de la moitié de vos livres évoquent votre grand-mère, par exemple. Votre premier véritable apprentissage de l'écriture, ce ne sera pas via des fictions, plutôt via le journalisme. Comment est-ce que vous vous engagez dans cette voie ? J'ai commencé à écrire, comme je l'ai fait si souvent dans ma vie, et tout seul. Mon oncle, Yves Nelson, avait un abonnement du quotidien national Le Nouvelliste. Il le lisait au retour de bureau et après me le passait et moi je le corrigeais. Je corrigeais le journal, les faits, le style, enfin je corrigeais pas, je réécrivais à ma manière. Tout seul, et je ne sais pas comment c'est arrivé jusqu'au journal. Un soir, 2 types sont arrivés chez moi, ils m'ont dit « On a appris que vous corrigez le Nouvelliste, est-ce que vous ne voudriez pas écrire dedans ?» Et c'est ainsi que je suis allé voir M. Montas, qui était rédacteur en chef, et je lui ai proposé d'écrire de petites vignettes sur les peintres, parce que j'adorais les peintres, beaucoup plus que la peinture elle-même, et leur manière d'être, leur studio et tout, leur danse d'ailleurs devant le chevalet. Il m'a dit oui, si c'est court, c'est bien. Et j'ai fait court. Votre premier article est une longue critique littéraire d'un roman qui venait de paraître, et cet article va susciter 2 réactions. Celle d'un historien de référence pour la littérature haïtienne, qui vous félicite pour la fraîcheur de votre perception tout en vous signalant une dizaine d'erreurs factuelles, suivie dans la même journée d'une convocation aux casernes d'un major qui dirige la chambre des tortures de Papa Doc. Vous êtes impressionné
par l'élégance et la culture de cet homme, dont l'écrivain préféré est François Mauriac, mais bon, on entend des cris venant des autres pièces. Votre mère est avec vous ce jour-là, elle est terrifiée, mais vous, la certitude que la littérature vous sauvera de tous les dangers ne vous quitte pas. Jamais, jamais. Je n'avais pas un major en face de moi, j'avais le lecteur de François Mauriac. Je pensais qu'il était sincère et qu'il me parlait de littérature uniquement quand il me parlait de littérature. J'y ai cru et j'avais raison. Et je continue à le croire que une bonne conversation littéraire avec n'importe quel lecteur dans le monde, même dans une chambre de torture, peut vous sauver. Et j'avais vu dans cet homme un besoin de parler sérieusement de littérature. Et je crois que c'est une vieille histoire qui remonte aux Mille et une nuits. Et l'histoire de Scheherazade qui a tout de suite compris qu'un bon récit la sauvera de l'imminence de l'exécution avant l'aube. C'est exactement cela. Mais il faut croire. C'est une magie toute simple. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Vous faites partie de la petite bande qui montrait les dents au pouvoir. Vous tenez la chronique littéraire dans Le Petit Samedi Soir, l'hebdomadaire culturel et politique. Qu'est-ce que vous apprenez pendant ces années-là sur le plan de l'écriture via vos articles ? C'était instinctif, hein. C'était l'urgence du moment, la rapidité avec laquelle il fallait écrire l'article. On y allait sans réfléchir et c'est ça qui a fait mon style. Si on réfléchissait trop, d'abord, on va faire des articles avec tant de nuances, parce qu'il faut éviter ceci, cela. C'est né du moment. En 1971, à la mort de Papa Doc, son fils Jean-Claude, 19 ans, dit Baby Doc, lui succède. C'est le plus jeune chef d'État au monde. On croit brièvement à une sorte d'apaisement du régime, mais la violence et la terreur perdurent. Et le 1er juin 1976, votre ami et collègue Gassner Raymond est assassiné par les tontons Macoutes. On retrouve son corps sur la plage de Brache, à Léogane, le crâne fracassé. Drame que vous raconterez dans votre roman Le cri des oiseaux fous. Je suis arrivé chez moi et ma mère m'a dit « Ton ami Marcus, qui travaillait à la radio, a appelé. » C'est pas son genre, je suis descendu tout de suite à la radio et il m'a dit que je viens d'apprendre de source sûre veut dire dans tonton Macoute lui-même, que Gassner est mort. Alors j'ai dit, moi, je dois voir le corps pour croire. Parce que des fois, on fait ça. Hein. Dans ces pays de dictature, on fait courir une rumeur. Et si la rumeur prend, eh bien, on a déjà mis sous verrou la personne, on peut l'exécuter. Je suis allé à l'hôpital. J'étais dans un taxi et Marcus m'avait dit, je ne te donne pas beaucoup de temps. Dès que j'annonce la nouvelle, plus rien ne pourra se faire. C'est-à-dire, l'opinion publique est en branle, la police, l'État va prendre des dispositions, on ne pourra pas voir le corps. Alors j'ai fait vite, mais malheureusement, dans la voiture même, dans le taxi, j'entends la voix de Marcus qui déjà annonçait la nouvelle avec force. Et c'est comme s'il y avait un froid glacial dans cette voiture. C'était plutôt le silence qui était glacial. Et je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu un jeune médecin qui m'attendait, qui savait que quelqu'un allait venir du journal et qui m'a dit « Suivez-moi » et il m'a montré le corps. Et en sortant de l'hôpital, je voyais les voitures du gouvernement qui rentraient dans l'hôpital. Je ne sais pas si c'était venu voler le corps, mais je voyais qu'ils rentraient à toute vitesse. Il fallait se plaquer contre le mur, sinon on se faisait écraser par les voitures. Devant moi se tient la fière Antigone. La sœur de Gassner, comme l'Antigone de Sophocle et de Morisot le roi, pleure la mort de son frère et se révolte contre Duvalier et Créon, qui s'oppose à ce qu'on l'enterre selon les rites funéraires de la foi de sa famille. Combien de temps Duvalier et Créon va-t-il le garder encore ? Que veut-il du cadavre ? Craint-il que ce cadavre et ces deux frêles femmes fassent basculer le pouvoir hérité de son père ? La mère et la sœur réclament inlassablement le corps de Gassner. Ces deux femmes représentent l'honneur de cette ville. Elles parlent avec une autorité morale qui dépasse les intérêts personnels. « Tu devrais partir », me dit tout à coup la mère. « Sinon, on te tuera toi aussi. »
Ici, on n'aime pas les esprits libres. Tu reviendras un jour. Va te mettre à l'abri de ces démons. Dany Laferrière, Le cri des oiseaux fous. Peu de temps après, un officier passe chez vous pour vous prévenir que vous êtes le prochain sur la liste. La police a reçu l'ordre de vous liquider. Votre mère n'a même pas voulu que vous reveniez à la maison. Vous passez la nuit à essayer de faire vos adieux, sans dire à vos amis que vous partez parce que vous ne voulez pas les impliquer. Ce soir-là, on joue Antigone en créole. Et dans la version de Jean Anouilh, en 1944, on peut lire « C'est reposant la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir. » La ville est en état de siège, les rues sont inoccupées, il n'y a que des chiens. Votre mère vous apporte à l'aéroport une petite valise de vêtements et de livres. Vous partez précipitamment pour Montréal. Vous avez 23 ans. Pourquoi Montréal ? Je connaissais une dame que j'avais rencontrée, qui s'appelait Suzanne Bellil. Ayant appris la nouvelle rapidement aussi, m'a fait savoir par quelqu'un, le soir même, qu'elle était prête à me recevoir à Montréal. Il y a une association qui s'appelle Jeunesse Canada Monde, où j'avais déjà travaillé comme animateur, qui préparait une rencontre entre jeunes du Canada et jeunes du tiers-monde, et qui vous invite après à venir au Canada. Mais pour reprendre cette nuit de départ, et la phrase de Jean Anouilh dans sa version d'Antigone, ce repos est juste. Mais ce repos, ce n'est pas lié au fait qu'il n'y a pas d'espoir. C'est lié plutôt au fait que dans l'œil du cyclone, il n'y a aucun danger. Tout autour, il y a un vent dévastateur, mais dans son centre est un vide absolu. D'ailleurs, le livre dont vous parlez en filigrane là, Le cri des oiseaux fous, et le premier titre que j'avais pris, c'était Dans l'œil du cyclone. Donc toute cette nuit-là, j'avais l'impression que du point de vue statistique, il ne pourrait pas m'arriver un malheur. C'était la dernière nuit. Et je ne pouvais pas non plus rentrer chez moi et attendre qu'on vienne me cueillir. Donc je pense que j'allais me sauver de cette ville, de cette vie, de cette situation dramatique. Et même j'étais serein. Je savais, comme si j'étais dans un rêve, comme si j'étais dans une fable, que rien ne pouvait m'arriver puisque j'étais dans l'œil du cyclone. Le cyclone, c'était toutes ces voitures de police qui circulaient à toute allure durant cette nuit, qui cherchaient des criminels, qui cherchaient une conspiration qu'ils avaient dit eux-mêmes. Et je savais que tout cela n'était que spectacle. Et que rien ne pouvait m'arriver si je circulais dans la rue comme dans une fable, c'est-à-dire incognito. Présent, mais absent. Quels livres sont à l'intérieur de la valise que vous donne votre mère à l'aéroport le soir du départ ? Peut-être, je me souviens, il y en a un que j'ai gardé même d'ailleurs, c'est un livre de René Philoctèque, un poète haïtien, René Philoctèque. Je me souviens d'un vers, « Je reviens des giboulées du Nord, et le soleil que j'ai bu là-bas était froid comme la mort. » Il avait séjourné à Montréal et il n'avait pas aimé l'hiver, voilà. Vous débarquez seul et sans argent dans une ville où règne en 1976 une grande liberté sexuelle ainsi qu'une atmosphère de fête extraordinaire due aux Jeux Olympiques. L'été est chaud et joyeux, vous vous immergez dans une nouvelle jungle d'odeurs et de gens inconnus. Vous vous inscrivez néanmoins, pour faire plaisir à maman, dites-vous, à l'université, en sociologie. Vous louez des chambres sans avoir parfois de quoi payer le loyer. Astuce, la veille du dernier jour, vous mettez toutes vos affaires dans un sac poubelle, vous sortez les poubelles et hop, le proprio n'y voit que du feu. Quand je venais d'arriver à Montréal, je crois avoir changé d'appartement au moins 11 fois dans l'année. J'avais un colocataire, un ami qui vient de mourir d'ailleurs, Roland Désir, à qui j'ai dédié comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, qui est Bouba, un dormeur. Eh bien, on n'avait pas d'argent et chaque fois, on mettait tout dans un sac de poubelle, on n'avait rien non plus, et puis on descend pour jeter la poubelle, mais en fait, on partait. Pendant 8 ans, vous enchaînez les emplois précaires, parfois dans des usines en banlieue, sans cesser de caresser votre vieux rêve d'écrivain. Vous travaillez de minuit
à 8h du matin, un peu à l'usine, mais surtout à l'aéroport où vous nettoyez et cirez le parquet et les toilettes. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, moi, de pouvoir travailler pour une fois de mes mains et de pouvoir suer. Vous savez, les gens de la classe moyenne, la petite bourgeoisie, les intellectuels, s'ils ne sont pas totalement idiots, qui se retrouvent à faire du travail manuel, en sont très fiers. J'étais quelqu'un qu'on appelait pour l'envoyer quelque part. Je n'étais pas un ouvrier attitré parce que je n'avais pas de papiers légaux. Je n'étais pas officiellement dans le pays. C'était un moment assez difficile où j'étais censé être réfugié politique. On payait au noir. Je travaillais dans une usine la plus terrible. On faisait des tapis de carpet, de peau de vache. Et quand la vache arrivait, il y avait une masse de chair et il fallait enlever tout cela. Ça prend toute une industrie pour le faire, si l'on peut dire. J'étais au bout de la chaîne, je devais sortir la peau de vache du crochet où il était, la mettre sous une sorte de guillotine que je devais faire tomber parce que la tête était encore là. Vous avez décapité des vaches. Décapiter des vaches. Et quand les gens m'ont vu et senti que j'étais un amateur, ils envoyaient sur le poulie, avec une vitesse assez effrayante, toutes ces peaux de vache avec tête, dans le but que j'ai le bras coupé. C'est pas parce qu'ils étaient méchants, c'est parce que il y a eu en début de semaine un ouvrier qui avait eu le bras coupé et ils se sont dit que si jamais il y a un deuxième qui a le bras coupé, le propriétaire serait obligé de changer la machine. Je leur ai expliqué que mon bras ne peut être un argument syndical et qu'il fallait me laisser. Je suis écrivain et c'est ainsi que j'ai eu un travail beaucoup plus léger. On a donné à de vrais ouvriers ce travail-là où je devais, après avoir sorti la peau de vache, après la décapitation, il fallait plier la peau de vache, la tremper dans un bain et déposer. Et 15 jours plus tard, quelqu'un, moi, devrait venir ouvrir cette peau de vache, l'étirer et gratter. Le reste, c'était des vers. Et je faisais ça 12 heures par jour. J'avais l'impression que les vers rentraient par tous les orifices de mon corps et que, naturellement, je puais. Puis vous vous fixez dans une chambre de la rue Saint-Denis, vous buvez du mauvais vin, mais comble du luxe, cette chambre possède un frigo, pendant que vous dormez, la nourriture dort elle aussi, et une baignoire rose. Vous achetez beaucoup de livres d'occasion que vous dégustez comme des mangues dans cette baignoire rose dont vous parlez extrêmement souvent. Ces premières semaines sont essentielles. Vous vous enfermez pour lire, vous faites vos classes, vous vous formez auprès de vos maîtres Hemingway, Miller, Diderot, Tanizaki, Borges, Marie Chauvet, Bukowski, Bulgakov, Baldwin, Sandras, Mishima, Marquez, Salinger, Calvino, Ducharme ou Virginia Woolf. Vous découvrez deux choses qui n'existent pas en Haïti, la solitude et l'intimité. À Port-au-Prince, je vous cite, chaque maison contient au moins 36 personnes. À Montréal, vous fermez la porte et c'est le silence. Total. Le silence total, le silence qu'il faut après le vacarme de cette vie turbulente qui me manquera plus tard. En attendant, tout ce que je vous laisse, c'était cette solitude et qui... Il faut quand même, pour que je puisse rassembler mes émotions. Je marchais dans mes émotions. Et là, j'avais du temps, j'avais un autre univers. Mes nuits étaient plus apaisées. Les nuits de Port-au-Prince sont beaucoup plus brutales, plus dangereuses, mais plus magiques d'une certaine manière. La surprise était toujours au bout de la rue, au tournant. Et ici, c'est calme, c'est plutôt des nuits joyeuses. J'étais très heureux. Je pouvais quitter tout ce bruit même de ce Montréal enfiévré pour entrer dans ma chambre et fermer la porte et me retrouver seul face à ce que je voudrais affronter pour une fois, l'adjectif. Une histoire drôle à ce sujet. Quand j'écrivais mon premier roman à Montréal, j'avais mis en bas de chez moi un petit écriteau. Ne dérangez pas le grand écrivain. Il est en train d'écrire son chef-d'œuvre. Les Québécois qui passaient s'en allaient aussitôt. Les Haïtiens, eux, sonnaient tranquillement à ma porte. « Ah,
comme tu as bien fait. C'est vrai que les gens pourraient te déranger. Pas une seconde, ils ne se sentaient concernés. Absolument, absolument, ils sont là-dedans. Cette familiarité est magnifique, c'est ma vie, c'est mon identité, mais je n'en ai pas besoin pour écrire. J'avais besoin plutôt de la pudeur des Québécois. Et un soir de cafard, vous entrez dans un club de jazz de la rue Sainte-Catherine, le Rising Sun, tenu par un Guadeloupéen, Doudou Boissel, qui reçoit ce soir-là Nina Simone et Dizzy Gillespie. À sa manière de chanter, de tenir sa cigarette et son verre de vin, vous avez un flash. J'aimerais écrire avec l'élégance, la délicatesse et l'extrême violence de Nina Simone. Ah oui, je tente ça encore. Je pense pas que j'y arriverai. Il y a quelque chose de caribéen chez moi qui empêche cela. Le patron de ce club de jazz, Doudou Boissel, vous dit aussi « Tu as assez lu comme ça. Pourquoi n'écris-tu pas ?» Et il vous prête une vieille machine à écrire. Oui, une fois à Montréal, au Salon du Livre, il y a une dame qui s'est présentée à moi et qui m'a dit « Je suis professeur de français, j'ai toujours lu toute ma vie, mon fils déteste lire. C'est mon drame. » Vous savez, les écrivains, c'est les nouveaux prêtres. Quand ils sont au salon, dans les festivals, on vient leur demander toutes sortes de choses. Je lui ai dit « Pourquoi n'essayez-vous pas l'écriture ? Peut-être que ce n'est pas un passif, c'est un actif. » Elle a pas trop cru, mais comme je suis un écrivain célèbre et qu'elle est venue pour ça, pour avoir un conseil, 2 ans plus tard, elle est revenue et m'a dit « Il aime écrire. » Il aime écrire parce que j'ai essayé avec lui. Un soir, on s'est dit « On va tout écrire, tout ce qu'on déteste chez l'autre. » Il a été très, très prudent et très gentil. Moi, je suis allé, elle qui parle, je suis allé vraiment à fond de train pour lui montrer comment l'écriture peut être un défoulatoire, si l'on peut dire ce mot. Et il a été choqué, très choqué, s'est fâché même. Et puis, il a voulu faire. Et puis, on passe des moments de plaisir à aller le plus loin possible parce qu'il n'était pas au courant, puisqu'il lisait les livres que je lui présentais, que la littérature pouvait avoir de la violence qu'on ne punit pas, de la violence même respectée et respectable. Il n'était pas au courant. Il a dit, c'est ma faute. Je lui ai fait lire les livres que j'aime. On n'a pas les mêmes goûts. Et là, il dit, il veut écrire tout le temps. Il veut se défouler. Les portes de la littérature lui sont ouvertes. Il veut des livres. Il a sa bibliothèque. Il a ses livres. Et si quelqu'un ne veut pas lire, essayez l'autre manière, écrire. Et c'est ce que vous rappelle Doudou Boissel ? C'est ce que me rappelle Doudou Boissel, sur un ton qui n'était pas celui d'un professeur. Il m'a dit, écris, ça plaît aux femmes. Dans certaines versions de cette histoire, celle du club de jazz, vous racontez parfois que ce concert a eu lieu le soir de votre arrivée à Montréal. Est-ce qu'il vous arrive d'enjoliver les détails de votre propre récit d'apprentissage ? Ah mais sans cesse. Mais je ne pourrais pas vivre. Si on me posait que les seules questions qu'on me posait quand j'entrais à l'usine, nom, prénom, date de naissance et numéro d'assurance sociale, il faut dire les mêmes. On me demande toujours ce qu'on appelle les récits fondateurs, oubliant que je suis un écrivain. Mon travail premier, c'est le mentir vrai. Des fois, je change de lieu, des fois, je change de jour, mais je ne change pas le récit lui-même. Mais sinon, je ne pourrais pas vivre. Sinon, vous vous ennuyez. Je raconte pour m'amuser aussi. Chez un brocanteur de la rue Saint-Denis, vous vous procurez cette fameuse machine à écrire Remington 22 qui va vous accompagner pendant une dizaine de romans. Et vous découvrez un compagnon très rude qui sera déterminant. L'hiver canadien, l'hiver qui isole et interdit de flâner dans les rues, qui vous met en prise avec vous-même, propice à une réflexion sur soi. Vous vous acclimatez difficilement. Mais c'est peut-être ce qui a fait de vous un écrivain. L'hiver m'a gagné, l'hiver m'a détruit, l'hiver m'a fait fuir, l'hiver m'a rattrapé, et maintenant il fait partie de moi. Vous écrivez pour supporter ce premier tête-à-tête de 6 mois avec l'hiver implacable. Merci l'hiver. Oui, merci l'hiver. C'est vrai, l'hiver fait de vous un écrivain. On comprend d'ailleurs pourquoi il y a tant de poètes dans les pays du Sud. C'est parce que c'est l'éternel été. Les maisons sont construites de telle manière à recevoir ou à permettre aux gens de sortir le plus rapidement de la maison. Ce sont des maisons ouvertes.
ce qui permet à tant de gens de venir vous déranger quand vous tentez d'écrire. On ne peut pas écrire un roman si on n'a pas une grande table où mettre les feuilles de papier et les feuillets déjà remplis. Si on n'a pas un minimum de 4 heures de silence, un roman, c'est une architecture. C'est un art bourgeois, c'est un art qui demande de l'espace, qui demande une nourriture particulière, légère, pas chère, mais qui demande une nourriture particulière, qui demande parfois un petit lit pour se reposer tout à côté. Et c'est un art du temps long. Un poème, on peut le faire rapidement, on peut le faire comme ça, au coin de la table. On peut le faire debout d'ailleurs. Donc pour avoir des romans comme Guerre et paix, pour avoir des romans comme ceux de Dostoïevski, il faut vivre dans des pays de grand hiver. L'hiver allonge le temps. Dans votre meublé surchauffé, vous tentez donc d'écrire un roman pour sortir du cycle infernal des petits boulots dans les manufactures. J'étais complètement déconnecté avec le milieu littéraire. Je ne le connaissais pas, je ne fréquentais pas des écrivains, haïtiens ou autres. Je ne faisais que lire. Je fréquentais des morts finalement. Vous égarez votre premier manuscrit dans le métro, roman dont le titre était « Les paradis bordel », fortement inspiré de l'espace d'un sillement de votre compatriote Jacques-Stéphane Alexis. Les paradis bordel se déroulaient à Port-au-Prince, dans un lupanar, où l'enfant que vous étiez dévisage sans embâge les prostituées et l'école bleue. Ce bordel nommé Hôtel King Salomon Star apparaîtra dans Le Goût des jeunes filles en 92 et Le Cri des oiseaux fous en 2000. Vous n'avez pas cherché, à l'époque de la perte de ce manuscrit, à le réécrire ? Ah non, ça je savais qu'il ne fallait pas le faire. D'abord parce que je crois que les choses ont le droit de se perdre, de s'en aller. Il ne faut pas chercher à les retenir et que peut-être c'était pour me conduire sur un chemin beaucoup plus intéressant d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Et là j'ai compris qu'il fallait que j'écrive un livre qui se passe maintenant et ici. Je devais décrire des choses qui m'arrivaient à ce moment-là et ici, c'est-à-dire à Montréal. Ce roman perdu, oui, c'était la chose qui devait se passer. Il fallait que je prenne une décision. Et j'ai préféré ne pas recommencer le livre que j'aurais pu faire, en l'améliorant sûrement, mais plutôt de prendre la décision de devenir écrivain vraiment. Je me souviens qu'à une époque, ne parvenant plus à retrouver le goût d'écrire, en fait, je ne cherchais pas tellement à le retrouver, je me suis inventé un double. Je le suivais partout, ce qui n'était pas difficile, et notais tous ses faits et gestes dans un carnet. Je m'émerveillais de son aisance et de sa faconde. Il semblait si à l'aise dans un milieu où j'étouffais de plus en plus. Je le regardais en train de charmer les jeunes filles avec des plaisanteries que je trouvais insipides, en tout cas que je n'aurais jamais osé faire moi-même. Plus ça volait bas, plus fort elle riait. D'autres fois, il devenait subtil, grave même, et je notais, pas seulement ce qu'il disait, mais surtout ce que sa présence pouvait déclencher. Et parfois, après son départ, je restais pour voir l'atmosphère se relâcher, les rires reprendre leur ton naturel et le feu de la conversation baisser en intensité. Je rêvais d'une pareille vie à l'époque. Je devais travailler dans l'autre vie pour payer le loyer, acheter à manger, à boire, du mauvais vin, pour nourrir la machine de rêve. Je passais mes soirées à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Je ne pouvais pas continuer dans cette usine qui brûlait toute mon énergie. Jusqu'à ce soir, fatigué de ne rien faire, je sorte les carnets pour relire mes notes et découvrir qu'il y avait là un livre, mon premier. À suivre sur arteradio.com. Bookmakers,
Les écrivains au travail par Richard Guettet. Il y a beaucoup de poudre dans le fusil. Il y a beaucoup de sourates, il y a beaucoup de jazz, il y a beaucoup de livres, et il y a beaucoup de filles, et il y a beaucoup de vin. Et comme c'est assez serré, c'est un café serré, très serré, ça donne l'impression d'une petite bombe et qui explose de temps en temps. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ? En 1985, une jeune maison d'édition québécoise, VLB, publie le premier roman au titre provocateur d'un écrivain haïtien de 32 ans, qui enchaîne depuis près d'une décennie les boulots crevants d'ouvriers en usine, occupés parfois à décapiter des vaches, quand il ne nettoie pas les toilettes de l'aéroport de Montréal. Mais le soir, ce disciple fasciné des fantaisies sexuelles autofictionnelles signées Henry Miller ou Charles Bukowski s'invente une existence qu'il tape avec frénésie sur sa Remington 22. J'ai mis dans mon livre tout ce qui me manquait dans la réalité. Du vin, des copains, des filles riantes, des conversations animées. Succès d'édition dont il semble impossible, aujourd'hui, de connaître le nombre d'exemplaires écoulés, ce roman au grand rire jazz, réédité cet automne chez Zulma, dans lequel deux jeunes noirs fauchés, un été, philosophent à perdre haleine à propos de la beauté, tout en recevant dans leur lit des éclopés, des soulardes, des poétesses, où les sourates du Coran côtoient Charlie Parker et des séances de baise carnivores, allument un incendie sur le chemin de Dany Laferrière. Des associations antiracistes américaines qui n'ont pas lu ce livre bardé d'ironie subtile où le mot « nègre » revient parfois 7 fois par page, en exigent la censure, faisant par ricochet de son auteur une célébrité mondiale. Des lecteurs sénégalais ou ivoiriens lui témoignent de l'admiration et la télévision québécoise l'embauche pour présenter la météo. Soudain, dit-il, un noir annonce les blancheurs neigeuses avec humour. Notoriété qu'il emportera par la suite sur les ondes de Radio-Canada. Cette récréation, cette célébration joyeuse de l'instant présent, ce roman hommage assumé à ses mentors américains qui ne contient pas la moindre trace de ses origines haïtiennes, deviendra même un film en 1989 qu'il coécrit avec une BO de Manu Dibango. Dans ce métier, le caractère est plus important que le talent, dit Dany. Dans ce deuxième épisode, écoutons l'artificier Laferrière raconter la genèse et faire parler la poudre de sa petite bombe de 185 pages. La première phrase de ce roman n'est pas de vous, c'est une citation tirée du Code noir en 1685 et qui dit « Le nègre est un bien meuble ». Pourquoi ici, en ouverture ? D'abord, 1685, le livre est sorti en 1985, 300 ans rond. Nous sommes des Occidentaux, nous aimons les chiffres ronds, ça m'avait plu. Surtout que 300 ans, c'est 300 ans aussi qu'a duré l'esclavage, dans les colonies en tout cas, à Saint-Domingue. Je suis le petit-fils de ces gens qui ont dû subir les effets du Code noir de Napoléon. La phrase était brève, elle était sèche, elle était directe. Le nègre est un bien meuble, ça veut dire qu'il y a des biens immeubles, c'est-à-dire qui ne bougent pas, les immeubles, la terre, les maisons, il y a les biens meubles, les animaux. Le nègre est un animal. L'image que j'avais tout de suite, c'était que les femmes des colons qui se trouvaient à Saint-Domingue, dans l'enfer colonial, eh bien, ces femmes-là se trouvaient face à des nègres robustes qui travaillaient dur, qui étaient musclés, et j'imaginais cette tension sexuelle qui devait se passer là. Et d'autant que les nègres étant des propriétés, puisque c'est ça, un bien,
Il paraît que certaines femmes prenaient le bain devant des nègres. Elles étaient nues dans leur baignoire, avec interdiction sûrement pour l'esclave de bander. C'est même pas l'humilier, c'est l'effacer de la race humaine. Donc j'avais compris que le sexe était partout, qu'il était au cœur, qu'il était au début, que ce bien meuble, c'était ça, c'est lui enlever toute virilité, toute humanité. Dans le roman, on peut lire « Je traîne depuis longtemps dans un carton de chaussures quelques calepins bourrés de notes, un journal que je tiens sporadiquement depuis 3 ans, et un lot de fiches où sont annotées des phrases écrites spontanément, des croquis, des bouts de dialogue ramassés dans les bars, de brèves descriptions de gens rencontrés au hasard, des descriptions d'objets et d'animaux, etc., des réflexions sur le jazz, les filles, la faim, une sorte de fourre-tout autobiographique où se retrouvent pêle-mêle, début de roman, journal incomplet, rendez-vous manqué. Rien à faire avec une telle masse informe. C'est de ce magma éparpillé que va naître le livre. Je vivais le livre avant de l'écrire. Cette boîte de souvenirs, c'est une boîte à outils. Et c'est ça à écrire aussi. On coupe, on rafistole, on met ici et là, on essaie de faire effet. Et je n'aime pas les choses très linéaires. Déjà, au début de ce livre, la première phrase, pas croyable, ça fait la 5e fois que Booba met ce disque de Charlie Parker. C'est pas la première phrase du livre. Je l'ai fait bouger parce que je ne voulais pas donner l'impression de commencer le livre par le commencement. Et en commençant ainsi, pas croyable, ça fait la 5e fois que Booba met ce disque de Charlie Parker, et je donne l'impression au lecteur qu'il arrive au beau milieu, qu'il a raté quelque chose, que s'il fait attention, il pourrait rattraper. Et on ne l'attendra pas, il n'y aura pas de pédagogie, on ne lui prendra pas la main. Comment vous vient le titre du roman qui va beaucoup jouer dans son succès ? Honnêtement, ce n'était pas le titre. Le titre que j'avais, c'était « Comment faire l'amour avec un nègre quand il pleut et que vous n'avez rien d'autre à faire ». Il était trop long, visiblement, et j'ai pris ce titre « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Comme ça, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant dans le mot « fatigue » qui va rester au cœur de toute ma littérature. Une fatigue heureuse, une fatigue qui fait apparaître le hamac avec des fruits. Mais le titre est ambigu, et c'est ça que j'ai aimé, mais je n'avais pas vu l'ambiguïté au tout début. Le sans se fatiguer n'avait rien à voir avec la sexualité, ça avait à voir avec tous ces livres qui se publiaient. Comment apprendre l'anglais sans se fatiguer, comment apprendre l'espagnol sans se fatiguer. C'était simplement cela. Mais après, j'ai vu toute la polysémie. L'interrogation semble venir d'une femme qui se demande comment elle peut faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Donc elle doit être blanche, si elle dit nègre. Donc enfin, c'était un monde qui était là présent et qui a permis, c'est vrai, dans un premier temps au succès du livre. Le titre va bien, c'est comme un costume, c'est comme des vêtements. Ça va très bien avec ce livre. Il le ressemble. À quel moment de l'écriture il intervient, ce titre ? Comme toujours, comme pour tous mes titres, ça doit sûrement venir avant même d'écrire le livre. Au tout début. C'est la raison pour laquelle j'écris mes livres, j'ai toujours le titre avant, des fois des années avant. C'est la direction. C'est la direction, c'est le chemin qui est ouvert, oui. Pour le dire vite, ce roman, c'est un hommage explicite au roman d'Henry Miller ou de Charles Bukowski, transposé à Montréal. Miller est cité 20 fois dans le livre, Bukowski 9 fois. J'aimerais qu'on parle de votre découverte d'Henry Miller, la première lecture, votre prise de contact avec son œil pétillant, sa fête perpétuelle, capable de se réjouir d'un verre d'eau fraîche, ce bon compagnon des mauvais jours. De tous les livres que j'ai lus de Miller, que ce soit Tropique du cancer, Capricorne et autres, Plexus, Nexus, c'est toujours le même homme que je vois tranquillement à vélo, sa tête légèrement penchée de côté, ses lunettes rondes, son chapeau, son style. Et on sait très bien que c'est à la fois vrai, mais à la fois aussi inventé, à la fois écrit, souriant, se fâchant. On oublie que Miller est un colérique. Il a des humeurs, et puis devenant tellement intelligent, tellement subtil et
avant de plonger dans le plus primaire des horoscopes chinois, sans compter ses obsessions de la femme, sa prière du sexe, comme il a dit, faire l'amour est une prière. Enfin, c'est lui que je vois, c'est lui que je suis. C'est un flot, c'est un fleuve d'encre. Les choses arrivent, d'abord ils reprennent. Cette répétition est fondamentale dans l'écriture. Et c'est pour ça que je me répète autant aussi. Et je n'ai jamais peur de redire ce que j'ai dit. Mon esthétique, c'est celle de la roue. Pour avancer, elle doit tourner une fois sur elle-même, au moins. Dans mes livres, il y a toujours une scène que les lecteurs a déjà lue, dans chacun des livres. Tout individu qui lit 2 livres de moi trouve toujours une scène qu'il a lue dans la précédente. Il se sent en confiance. Vous savez, la première fois, c'est une rencontre. La deuxième fois, c'est un ami. Et on lui donne la possibilité de sauter une scène. Certains auteurs sont comme des oiseaux de proie. Ils planent au-dessus de leur œuvre, jetant d'immenses ombres dentelées sur leurs phrases. D'autres, à la manière des peintres, commencent par des touches légères, spontanées, guidées par quelques surinstincts dont le dessin apparaîtra plus tard, lorsque seront appliquées les masses et les couleurs. Il y en a qui vous prennent par la main comme des somnambules, qui s'attardent à la lisière du rêve et ne se laissent que lentement aller à révéler ce qui est manifestement inexprimable. Il y a aussi ceux qui, comme s'ils étaient perchés dans une tour de contrôle, prennent un intense plaisir à appuyer sur des boutons, à faire éclater des lumières ici ou là. Avec eux, tout est tracé en lignes nettes et précises, comme si leur pensée était autant de trains pénétrant en gare. Et puis, il y a ceux qui, déments ou hallucinés, commencent n'importe comment, en proférant des insultes, des railleries ou des malédictions, jetant leurs pensées non pas sur, mais à travers les pages. Comme des machines devenues folles. La manière dont un livre débute, c'est la manière dont un auteur marche ou parle, sa façon de voir la vie, de prendre courage, ou de dissimuler ses terreurs. Henri Miller, Nexus. Miller, c'est le bonheur d'être. Peut-être qu'il m'a appris à faire disparaître les traces des humeurs. Ça me rappelle Brumel, quelqu'un lui a dit, mais on vous a vu l'autre jour, Kous, vous étiez tellement bien habillé, c'est incroyable. Il a dit, si vous l'avez remarqué, c'est que je n'étais pas bien habillé. Miller, on ne voit pas la sueur, on ne voit rien, on voit Miller à une machine à écrire. Il arrive toujours au bon moment, quand tout le monde va passer à table. Il tape toujours ses copains, mais on ne peut que l'aimer parce qu'il va nous redonner ça au centuple. Il va en faire des livres. Tout ce qu'il vous emprunte comme ça, il vous le redonne au centuple. Vous allez avoir tellement de plaisir et vous allez tellement avoir le goût. C'est vrai, merci de me donner la possibilité de parler longuement de Miller. Il a beaucoup compté pour moi. J'ai la même question avec Bukowski, que vous appelez affectueusement la petite couturière. C'est vrai qu'il a de petites mains très raffinées. Il le dit lui-même, ce sont des mains qui l'empêchent de se battre dans les arrière-coups des bars. Et il a un gros bide, il le dit aussi, de bonnes jambes solides. J'aime bien parce qu'il se décrit toujours, un gros pif d'alcoolique. Mais tout ça, c'est une masse énorme de tendresse, la plus grosse masse de tendresse que l'Amérique ait donnée dans cette littérature qui se veut virile depuis Hemingway. C'est un homme qui ne pense qu'à une chose, sa fille à qui il doit envoyer des cadeaux, des bonbons et des lettres pleines d'amour. Ce qu'on ne sait pas, c'est un homme de raffinement extrême qui n'écoute que Brahms, qui n'a rien de vulgaire. C'est-à-dire, il parle de choses extrêmement vulgaires, terre à terre, et ses coups s'y piquent. Il parle de son vomissement quotidien, naturel, matinal, parce qu'il boit beaucoup. Il parle de son ventre, on ne sait pas ce qu'il mange. Il doit manger sûrement des choses horribles pour avoir ce teint de malade en même temps, d'être gros comme ça. Mais sa musique intérieure, la musique intérieure de ses livres, oui, c'est vrai qu'il y a un côté couturière. Quelle dentelle! Quelle dentelle sous des gros mots lourds, vulgaires en apparence. Quel artiste! Quel écrivain! Il y a des fois, je lis, je n'en peux plus d'émerveillement, de voir
comment, avec un matériel aussi ordinaire, prévisible, aussi répétitif, les beuveries, la course, sa vieille petite bagnole qui marche à peine, qu'il faut mettre en haut de la pente des rues, monte pour la faire glisser, les poètes qui sont ses amis, qui viennent le taper, il n'en peut plus, les femmes d'Ekati, et avec tout ça, il arrive à faire l'une des œuvres les plus originales de notre époque. Je vois sa façon abrupte, je vois l'exposition des effets contraires, je vois bien la vulgarité, la délicatesse, et je vois bien les récits fondateurs qui ne bougent pas. Il répète toujours la même histoire. Des fois, moi, j'en ai marre, je change de jour ou de lieu. Et lui, il est plus régulier. Ça devrait être d'un ennui mortel. Et brusquement, à chaque fois, il y a un adjectif qui arrive et qui remet tout à sa place. L'adjectif tellement détesté en France, si vous demandez à n'importe quel écrivain français ce qu'il déteste, c'est deux choses, c'est l'adverbe et l'adjectif. Ce roman déborde, dégueule de références littéraires et musicales énormément, partout, de ce qu'on appellera plus tard le name dropping, des noms, des noms, des noms. Alors, ne sont-elles pas un peu encombrantes ces références avec le recul ? Je ne pense pas que les lecteurs avaient cette sensation. Je ne l'ai entendu chez aucun critique. Oui, parfois de temps en temps, un lecteur parle de name dropping qui venait d'apparaître. C'était comme une mode aussi au début. Il suffit de mettre 2 ou 3 noms pour qu'on parle de cela. Et alors que là, on en a beaucoup. Ça fait un monde, ça fait une bibliothèque. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive chez quelqu'un ? Mais on se met devant sa bibliothèque. On n'essaie pas de lire les livres. On essaie de voir quel livre il lit. Et on regarde, des noms, des titres, des noms. On ne s'en lasse pas. C'est la description affective, intellectuelle. On est capable de lire des listes. Il suffit de comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Une palissade, et puis derrière, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une étape obligée du jeune écrivain pour digérer ses influences ? Dans toute mon œuvre, comme il y a 32 livres là, on ne rencontre que ça. Vous savez, quand on vient d'Haïti, moi je suis né en 1953, Duvalier est arrivé au pouvoir en 1957. Je suis vraiment un produit de cela, de l'indigence intellectuelle, de la privation. Moi j'ai vu dans ma rue, j'étais gosse, peut-être 13 ans, 12 ans, un camion, un fourgon comme on dit ici, un panier à salade, descendre l'avenue Bouzon, entrer maison par maison pour prendre les livres et les séquestrer. Parce qu'on prenait les livres à l'époque, disant que c'était des livres communistes, des livres qui contestaient le pouvoir. Et les gens se précipitaient à les jeter dans des fausses aisances pour que les gens n'interprètent pas, des gens qui savaient à peine lire, n'interprètent pas les livres qu'ils avaient chez eux et ne les mettent pas en prison. Donc c'est peut-être tout ça. C'est pas le name dropping de quelqu'un qui est adossé depuis 6 générations à une bibliothèque chez lui. C'est tout simplement un type qui arrive et qui finalement a dans sa maison, dans sa chambre, je me souviens, ça fait de ma petite table, quand j'ai commencé à remplir, la première fois que la petite table était remplie, couverte de livres, je ne les mettais pas par pile, je les mettais au début, comme ça, pour que je puisse voir tous mes livres. Pas debout dans une bibliothèque, voir sur la table. J'étais impressionné de voir une petite table d'une longueur assez ordinaire, couverte de livres. Pour moi, c'était la même chose que manger. Et c'est un trésor aussi. Ben oui, c'est incroyable. C'est la même chose que le réfrigérateur où la nourriture pouvait m'attendre. J'ai mangé et puis encore de la nourriture à l'intérieur. C'est pas manger comme on fait, par exemple, en Haïti dans mon enfance, puisqu'on n'avait pas de réfrigérateur. Il fallait tout manger. Il fait trop chaud. Le garde à manger qu'on avait, eh bien, c'était pour le soir. Ça ne passera pas la nuit. Donc, on dormait toujours avec la maison vide de nourriture. Vide. Et le lendemain, on doit trouver la possibilité de manger. Eh bien, c'était ça, les livres. Et là, brusquement, je pouvais m'endormir, me lever au milieu de la nuit, allumer les lumières et voir mes livres. Ils étaient là, ils m'attendaient tranquillement. Mais cette fête, c'est ça, au départ. Cette fringale de l'alphabet.
dans ce premier roman, il y a une scène de quelqu'un qui arrive chez le narrateur et qui observe sa bibliothèque et qui lui dit « Tu n'as pas beaucoup de femmes dans ta bibliothèque ». Il lui répond « Il y a quand même Marguerite Yourcenar et la féministe américaine Erika Young ». Dans le livre, les femmes sont souvent réduites à leur statut de fantasme et d'objet sexuel. Il n'y a pratiquement pas de femmes dans le roman, mais des types, des archétypes, pas de vrais personnages féminins. Est-ce qu'on vous l'a reproché ? Eh bien, non. Ça a pris du temps, disons. C'est bien longtemps après. Moi, je crois qu'il faut faire attention avec les reproches en littérature. Si les écrivains se mettaient à s'auto-censurer sans cesse, moi, j'ai écrit ce livre tout seul dans ma chambre. J'ai voulu écrire ce que je ressentais, et des fois c'est faux aussi, c'est-à-dire je le mettais à l'extrême, d'autres fois non, et les humeurs sont changeantes. Je m'amuse avec moi-même. C'est ça, la littérature. Aussi, quelque part, j'ai triché légèrement, parce que il y a beaucoup plus de subtilité dans le livre qu'on croit. Par exemple, Miss Sophistiquée de Lady, il fait l'amour avec elle. La question est terrifiante. Il dit « Je voudrais baiser son identité, baiser son intériorité. » Et il dit « Peut-être qu'elle me baise aussi. Peut-être qu'elle fait la même chose. Peut-être qu'elle n'est pas toujours blanche. Peut-être que je ne suis pas toujours noir. » Donc, toutes ces petites choses comme ça, c'est pas pour désamorcer, ce sont des choses qui nous passent par la tête. Et vraies. Elles éclatent ou elles retardent l'explosion de colère de quelqu'un qui croit qu'elle a été objectivée. Ce n'est pas tant baiser avec un nègre qui peut terrifier. Le pire, c'est dormir avec lui. Dormir, c'est se livrer totalement. C'est le plus que nu. Nu plus. Qu'est-ce qui peut bien se passer durant la nuit, pendant le sommeil ? Peut-on rêver l'autre ? Peut-on pénétrer le rêve de l'autre ? L'Occident dit territoire inconnu, attention, danger, danger d'osmose, danger de véritable communication. Ce qui était une simple baise érotique pourrait bien devenir... On a déjà vu des jeunes filles blanches anglo-saxonnes protestantes dormir avec un nègre et se réveiller le lendemain sous un baobab en pleine brousse à discuter des affaires du clan avec les femmes du village. Oui, c'est tout ça qui désamorce. D'abord aussi, on voit bien qu'en face, parce que vous avez posé la question du féminisme, il y a le nègre. C'est un gros projet pour l'Occident judéo-chrétien aussi. Derrière ce nègre, il y a 300 ans d'esclavage. On peut discuter des fardeaux de l'univers. Et donc, il y a aussi des passages comme ça qui montrent que ce n'est pas une obsession sexuelle. Il se passe quelque chose d'autre dans la tête de ce personnage qui fait que le lecteur ou la lectrice, dans ce cas-là, se dit « on ne va pas y aller très vite là. Si on trouve des passages comme ça, encore, on va être mal pris de se fâcher et calmons-nous. » Parce que quelque part aussi, on a envie de dormir et de se réveiller quelque part. C'est une proposition, c'est pas mal pour juste faire l'amour. Et risqué, belle expression, le danger d'osmose. Oui, alors que tout le monde parle d'apartheid, c'est-à-dire de séparer les genres, de séparer les sexes, de séparer les races, de séparer les classes, de séparer les castes. Et là, brusquement, il y a un éclair possible. Au milieu de tout cela, la possibilité d'une osmose. Jouer sur les stéréotypes comme vous le faites de manière très drôle comme dans ce passage, est-ce que ça renforce les stéréotypes ou est-ce que ça les affaiblit ? L'humour est toujours une connivence. Les paravents sont ridicules, ils peuvent être enlevés à tout moment, il suffit d'un éclat de rire. C'est par là que je voulais rentrer, par ce petit trou qui est l'humour, l'autodérision et puis la liberté avec les stéréotypes. Parce qu'à partir du moment que vous avez initié ce sentiment d'humour, cette ambiance d'humour, vous avez mis en place ce sens de l'humour, comme on dit. On dit, vous n'avez pas le sens de l'humour. Et personne ne peut accepter une telle insulte. Non, comment j'ai pas le sens de l'humour ? Et puis, donc, à partir du moment où l'on fait de l'humour à quelqu'un qui est supposé être la personne qu'on agresse, on lui dit, vous avez le sens de l'humour. Je suis ici pour baiser la fille de ces diplomates pleins de morgue qui nous giflaient à coups de stick. Au fond, je n'étais pas là quand ça se passait. Mais que voulez-vous ? À défaut
de nous être bienveillante, l'histoire nous sert d'aphrodisiaque. Ben oui, on prend ce qu'on peut. Dans le sens que moi, j'ai envie de rencontrer la chair du maître, sa fille. Mais elle aussi, elle a envie de me rencontrer parce que je suis l'invisible. Elle a tellement vu des gens comme moi sur les photos dans le salon et sans jamais en rencontrer un. Donc, il y a une rencontre possible. Mais ça demande quand même quelques égratignures. Je vais vous demander de nous lire un bref passage qui figure au tout début du roman. On dirait la période de négritude terminée. Has been, caput, finito, rayé, nègre out, go home nigger. La grande passe nègre finie. Hasta la vista negro. Last call colored. Retournez à la brousse, petit nègre. Faites-vous harakiri là où vous savez. Regarde maman, dit la jeune blanche. Regarde le nègre coupé. Un bon nègre, lui répond le père, est un nègre sans couilles. Bon, bref, telle est la situation en ce début des années 80, marqué d'une pierre noire dans l'histoire de la civilisation nègre. À la bourse des valeurs occidentales, le bois d'ébène a encore chuté. Si au moins le nègre éjaculait du pétrole, l'or noir, triste. Le sperme du nègre est blanc. Est-ce que vous avez été tenté à l'époque d'amplifier cette dimension-là, la dimension politique du roman, de faire de cette exploration sensuelle un territoire de revanche sociopolitique? Revanche, on n'arrivera à rien avec et ça aurait fait fuir le lecteur. J'ai toujours fait face au pouvoir par l'humour, par la dérision. Et en arrivant à Montréal, j'ai tout de suite vu que le pouvoir, c'était le raciste. J'ai tout de suite divisé les racistes en deux groupes très clairs. Un groupe pas très sérieux, des amateurs, quoi. Des gens qui disent le sale nègre, c'est pas important. D'ailleurs, beaucoup de gens se croient racistes. Ils pensent que c'est facile. C'est pas si facile que ça. Alors, c'est pas si facile que ça. Ah, mais raciste. non, pas du tout. Il faut se lever tôt, il faut empêcher le type d'avoir son travail, il faut appeler la concierge pour lui dire que c'est un salaud, il faut... Ah, mais non. C'est un travail à plein temps, quoi. Mais oui, il faut pas se contenter d'insultes. Non, ça suffit pas. D'ailleurs, je me souviens, un soir, je suis entré dans un bar. Je venais d'apprendre la mort d'un de mes amis de classe au lycée. Donc j'étais très triste et je me suis assis à côté de quelqu'un qui s'est tourné vers moi et m'a dit « Pas de nègre ici ». Je me souviens, cette voix avinée, « Pas de nègre ici ». J'ai dit « Ah non, pas ce soir ». Il m'a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Je viens de perdre un de mes meilleurs amis. » Enfin, il a été trouvé mort à Ottawa, 4 à 5 jours après sa mort. Un homme en pleine santé que j'ai connu. Donc ça me fait un choc. Donc il m'a dit « Merde, j'ai eu la même chose il y a 1 mois ». Et là, vous êtes frères. Ben oui, et on a pris un verre ensemble, on a pleuré chacun la mort de l'autre. Et puis, bon, voilà, c'est-à-dire que c'est un amateur, je ne l'ai pas pris au sérieux, et il n'était pas sérieux, il a laissé tomber la garde tout de suite. Il disait ça comme ça. Non, il y a du racisme sérieux auquel il faut faire attention, qu'il faut combattre, mais il ne faut pas, disons, gaspiller son énergie. À un moment, le narrateur se voit administrer avec bénédiction une fellation de la part de l'une de ses nombreuses maîtresses, en l'occurrence celle qu'il nomme Miss Littérature, et tout de suite après, juxtaposée à la phrase « Et voilà Miss Littérature qui me fait une de ses pipes », il y a cette phrase toute simple « Je repense à mon village au bout du monde ». Alors cela étonne, car le bout du monde en question n'est pas précisé. Le roman n'a vraiment rien d'haïtien, textuellement, culturellement, pas de traces du pays d'origine. C'est un roman américain pur jus. Pourquoi ? C'est la grande liberté de ce livre
que d'avoir plusieurs types de territoires. Mais Haïti n'est pas cité, le bout du monde n'était pas Haïti. Parce que pour moi, le bout du monde ne peut être jamais Haïti. Dans le sens que Haïti, pour moi, c'est un pays déterminé, c'est un pays qui a fait l'indépendance. Dans les autres livres où je parle d'Haïti, c'est jamais le bout du monde. C'est l'avant-poste du monde. Au moins, sinon son centre. C'est le pays qui a fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire humaine. Pour la première fois, des esclaves ont rompu leurs chaînes et ont fondé une nation. Pas juste, ils se sont libérés et ont fondé un pays. Et 2 ans plus tard, ils étaient à aider Bolivar qui est venu. Ils ont participé au panaméricanisme. J'ai jamais vu Haïti comme le bout du monde. Il n'y a pas de trace de votre origine culturelle, en quelque sorte, dans ce texte-là. Eh bien oui, c'est comme ça. C'est pour ça que c'était si important que je perde le premier roman. Là, c'est une rupture totale pour montrer que le champ littéraire, l'univers de l'imaginaire est autonome. Et que je ne présenterai pas de carte de visite. Vous n'avez pas besoin de montrer vos papiers, en fait. Non, je n'ai pas besoin de montrer mes papiers. Je ne jouerai pas le jeu de la nostalgie. Je fais de la littérature avec ce que j'ai, c'est-à-dire cette petite chambre. C'est pour ça que c'est bien délimiter le territoire. Il dit souvent, le narrateur, la chambre. Il décrit l'adresse de 3670 rue Saint-Denis, la caisse de livres. Il dit les livres qu'il a, la caisse de disques. Il dit la fenêtre, ce qu'il voit. Il délimite son territoire pour montrer c'est l'endroit où il habite. C'est l'endroit où il vit. Et ça, c'était fondamental. C'est ça qui a fait de moi un écrivain. En combien de temps avez-vous écrit ce roman ? J'ai écrit le roman pendant quelques mois et je l'ai envoyé à des éditeurs qui l'ont refusé ou qui ne m'ont pas répondu. Et quand on ne me répond pas à moi pour un livre, je le refais. Est-ce que votre éditeur de l'époque, VLB, vous a suggéré des corrections ? Et avez-vous demandé de l'aide, par exemple, à des amis en leur faisant lire le manuscrit ? Les amis, non, je ne donne jamais à personne qui ne soit pas un éditeur mes livres. Tous mes livres. Même ma femme ne lit jamais avant que ce soit en librairie. Non. L'écriture, c'est une affaire personnelle. On doit y aller soi-même. Un éditeur a le droit de lire mon livre parce que s'il dit qu'il aime, il est responsable. Donc, il faut qu'il le publie. Mon éditeur ne m'avait rien dit. Il m'a dit, c'est lui qui est le premier qui m'a dit, Bukowski. Et puis, il a dit, je publie ça à l'automne. Voilà. Sans correction ? Sans correction. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Tous mes 32 livres sont publiés sans correction, presque. Ah oui. Presque. Mon éditeur chez Grasset, Charles Danzig, qui n'est pas quelqu'un qui croit que l'éditer, c'est punir. Il fait des fois des petites corrections. Il met un petit point sur la marge que j'arrive jamais à interpréter. Une fois, je croyais que ça signalait qu'il y a un passage qu'il n'aimait pas, qu'il fallait revoir. Je lui demandais, il m'a dit non, c'est parce que j'aime. Bon, j'ai laissé tomber, mais finalement. Pour Danny, sortir un livre, c'est comme mettre un enfant au monde. Une fois accouché, il faut l'élever. Dans ce métier, celui d'écrivain, si cela en est un, dites-vous, le caractère est plus important que le talent. Et se pencher sur le déploiement de votre caractère à l'époque est assez impressionnant. Je suis tombé en ligne sur un reportage de 1991, diffusé à la télé québécoise, dans lequel on vous voit vous-même reconstituer, en tant qu'acteur, des scènes de votre propre jeunesse ouvrière. Vous dormez sur un banc en plein hiver. Un employeur blanc vous fiche dehors. Vous êtes au lit nu avec une femme blanche nue. Ou encore, le jour où vous rencontrez votre éditeur. Vous mettez en scène votre vie, et si j'utilisais les tristes mots d'aujourd'hui, on pourrait dire que vous bâtissez votre storytelling. On vous voit aussi dans ce reportage avoir l'idée du poster que je vais vous laisser nous raconter. Cette idée de poster, j'avais pas beaucoup d'argent. Le roman venait à peine de paraître ou allait paraître dans quelques jours. J'avais $500 à la banque, j'ai pris $350, j'ai rassemblé 2 copains qui étaient photographes. Je me suis assis dans un endroit où j'avais l'habitude d'aller pendant que j'écrivais, le Square Saint-Louis. Et avec une machine à écrire sur les jambes, une bouteille de bière dans un sachet brun comme on fait en Amérique du Nord parce que la police interdit de boire en public, et puis pieds nus comme dans un roman un peu primitif, un peu sauvage, un écrivain sauvage, à la Bukowski d'une certaine manière aussi, libre. Donc j'ai fait cette photo qui devait être fondamentale et j'en ai fait un poster pour dire qu'il y a un nouvel écrivain qui vient d'arriver, il est urbain, il est dans un parc au cœur de la ville, dans le quartier latin. Derrière lui, comme paysage, il y a le métro de Montréal, il y a la rue, il y a des voitures. Comme je l'ai dit, je suis un écrivain de voitures. Mes vaches sont des voitures.
Je ne suis pas de la campagne, ni de la brousse, ni de quoi que ce soit. Et donc, je suis tout le temps en train de faire ce storytelling dont vous parlez, parce que je suis écrivain partout. Je suis écrivain tout le temps, et je n'écris pas des récits rafistolés, confectionnés, arrangés. C'est toujours des tranches de vie. Et donc, j'ai besoin de débordements, j'ai besoin des interviews, j'ai besoin des critiques qui vont avec. Mon livre s'empare de tout. Dans le reportage, le poster qu'on vous voit affiché dans la rue et tendre à des libraires pour qu'ils l'affichent, en fait, c'est pas celui que vous avez décrit. Dans le reportage, vous êtes au lit avec, pardonnez-moi si j'ai mal compris, une érection qui fait monter un drap blanc jusqu'au plafond, et au pied du lit, il y a une superbe blonde lascive. Cliché assumé, littéralement, du grand noir baiser dont vous riez déjà dans le roman. Ça, c'est l'affiche du film, qui est sorti en 89. Mais oui, même là encore, c'est renversé. Le grand noir avec son sexe qui dépasse le drap et qui peut être très drôle aussi parce que c'est exagéré tellement. Et puis en même temps, ça fait comme une tente avec un grand drap blanc. Voire même, j'ai pensé, ça pouvait faire aussi la cagoule des membres du Ku Klux Klan. Et je me suis dit que c'était... Non, pas jusque-là, mais c'était fait pour fort. ça. Ça pouvait être fort aussi. Mais ça peut aller dans là, la situation. D'ailleurs, c'est votre contribution. Parce que le lecteur est toujours demandé pour moi à contribution dans mes livres où il y a plein de trous. Mais la femme n'est pas couchée simplement au pied du lit, elle est en train de lire. Donc c'est toujours le même humour qui continue, renversement des choses. Et le type qui est censé être le maître de la chambre, et qui rayonne et règne par son pénis qui monte jusqu'au plafond. Et la femme qui est censée être au pied du lit, une posture presque inacceptable, est en train de lire. Et donc elle se désintéresse de lui. Elle se désintéresse de lui, elle est dans une histoire qui la concerne, elle est dans l'acte le plus valorisé de la civilisation judéo-chrétienne, la lecture. À première vue, tout provoque une sorte de répulsion, et puis brusquement on se dit, pas si vite, relisons encore. Avec votre affiche sous le bras, pas celle-ci, mais la précédente, celle qui vous voit dans le parc avec la machine à écrire sur les genoux, vous visitez une dizaine de librairies par jour, en baratinant « Je suis un pauvre homme en situation d'illégalité », en suppliant de placer votre roman en vitrine. Et ça marche. 1 mois plus tard, vous êtes 4e sur la liste des best-sellers. Chapeau, vraiment. Ben oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis révolutionnaire dans tout, c'est-à-dire pour le poster, j'ai regardé, j'ai vu n'importe quel musicien de 4e ordre faire un poster, je regrette de n'avoir pas fait un vidéoclip, ce que j'ai fait plus tard aussi d'ailleurs. Et je me suis dit, je ne vais pas laisser faire ça. Un livre, on peut le vendre aussi, on peut se faire connaître. Voilà, et pour les librairies aussi, si j'y vais moi-même, je leur dis, je baratine, et en même temps, ils savent aussi que je blague. Une des libraires m'a dit, moi, j'aime beaucoup les écrivains qui s'intéressent à leurs livres. Et donc, c'est ça, et pour moi, c'est important. Tout ça, c'est la littérature pour moi. Je ne suis pas venu pour plaisanter. La littérature m'a sorti de l'usine. Donc, pour moi, je prends ça très au sérieux. Être écrivain, c'est ça. Pourriez-vous nous lire la toute dernière page ? On ne naît pas nègre, on le devient. L'aube est arrivée, comme toujours, à mon insu. Gracile, des rayons de soleil à fleurets mouchetés, comme des pattes de Saint-Bernard. Le roman me regarde, là, sur la table, à côté de la vieille Remington, dans un gros classeur rouge. Il est dodu, comme un dog. Mon roman, ma seule chance, va. À suivre sur arteradio.com. Bookmakers. Les écrivains au travail. Par Richard Guettet.
Je reviens à la bonne vieille main qui tombe si rarement en panne. C'est toujours vers la fin d'un cycle survolté qu'on retourne à ce qui nous semble plus naturel. Après toutes ces années d'usage, il ne reste presque plus rien de spontané en moi. Pourtant, à l'annonce de la nouvelle au téléphone, j'ai entendu ce petit bruit sec que fait un cœur qui s'arrête. Un homme m'aborde dans la rue. « Vous écrivez toujours ?» ?»« Parfois. » J'écris dans mon lit. Je lis dans mon bain. Je suis un homme horizontal, dit-il. Mais ce spécialiste mondial de la sieste, comme le formule parfois Dany Laferrière en parlant de lui-même, travaille tout de même beaucoup. En 1990, 5 ans après la sortie de son sulfureux premier ouvrage, l'écrivain quitte Montréal pour Miami, en famille. Aux États-Unis, il écrit 10 romans en 12 ans, dont le fameux cycle haïtien, l'ossature de son œuvre. L'odeur du café, le goût des jeunes filles, cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ? Pays sans chapeau, la chair du maître, le charme des après-midi sans fin, le cri des oiseaux. Puis, Dany Laferrière est saisi d'une sorte de fatigue qui l'empêche d'envisager de nouveaux récits. C'est là qu'il accomplit un geste extrêmement rare, désarçonnant les critiques et les universitaires. Il réécrit 6 de ses romans, augmentés parfois de 150 pages, aménageant des passerelles entre les livres pour découvrir qu'il s'agit en fait d'un seul et même bouquin. Son autobiographie américaine qui lie le cycle nord-américain et le cycle haïtien. J'ajoute, j'élimine, je touche au style, aucun scrupule. En 2009, pourtant, l'inspiration lui revient de la plus bouleversante des manières. Son livre « L'énigme du retour » s'ouvre sur l'annonce de la mort de son père, contraint à l'exil depuis près d'un demi-siècle du fait de son opposition au régime de Papa Doc. Dany rentre donc au pays pour annoncer à son tour cette nouvelle à sa mère. Dans le carnet noir qui ne le quitte jamais, il note alors tout ce qui bouge. Scène de marché, sommeil d'homme ou mouvement d'insectes, en traversant son île à la recherche d'une sérénité. Publié aux éditions Grasset, traduite en 8 langues, ce magnifique roman de deuil et de transmission sous crépuscule rose, au rythme poétique inouï, d'une simplicité de vieux maître dont la mémoire se dégèle, s'écoule à 70 000 exemplaires et décroche le prestigieux prix Médicis. Ce retour en grâce l'encourage à s'installer à Paris et plus tard à postuler à l'Académie française. L'audace est payante. En janvier 2013, le petit rêveur de Petit Goave devient le collègue de Voltaire et de Montesquieu et entre sous la coupole avec une divinité vaudou sculptée sur son épée, Legba, celui qui ouvre la barrière pour passer du monde visible au monde invisible, en somme, le dieu des écrivains. Dany Laferrière, je suis tombé sur une interview de vous à 48 ans. Vous vous dites à l'époque fatigué. Je fais comme un retraité, je regarde autour de moi, je regarde les oiseaux. Ce n'est pas seulement que je sois fatigué, c'est que j'ai fini d'écrire. Ailleurs, j'ai lu, j'écris comme d'autres nagent, je sais nager, mais je peux passer des années sans aller à la mer. Je peux passer le reste de ma vie sans nager. Cela ne m'empêche pas de savoir nager. Aujourd'hui, vous mettez des heures à retrouver la grâce des débuts. Quand les images vous venaient au doigt comme une fleur au bout de sa tige, constat d'une tétanisante lucidité, rien n'est plus terrible qu'un écrivain qui a terminé son œuvre trop longtemps avant sa mort.
Vous parlez parfois d'une période de grande sécheresse, 8 ans sans écrire. C'était quand et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très dur pour un écrivain qui vient d'un autre pays. On passe son temps à répéter des choses quand vous devenez célèbre. Et tout est exceptionnel pour l'autre, tout est éclat. Donc vous devez tout raconter et à chaque fois, tout devient récit exotique, amusant, alors que ça n'avait pas une si grande importance. Je me sentais un peu fatigué de cela. Fatigué aussi d'être vu sous un angle d'écrivain folklorique. La réécriture m'a permis de traverser cette période de sécheresse et quelque chose m'est arrivé. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. J'ai pris la route tôt ce matin, sans destination, comme ma vie, à partir de maintenant. Il y a eu tellement de grands événements. Le tremblement de terre de Port-au-Prince en 2010, le prix Médicis qui m'a ouvert Paris, et Paris qui m'a ouvert l'Académie française, et l'épuisement de tout cela qui m'a permis de commencer les livres à la main, qui était quelque chose de nouveau, qui m'a réveillé en me disant « bon, allons-y ». Alors revenons un peu en arrière, grâce au livre qui vous a permis d'obtenir le prix Médicis, L'énigme du retour. Comme vous aimez très fort le jazz, j'aimerais qu'on parle d'abord de rythme au sujet de ce livre. En alternance avec des moments de narration classique un peu plus rares, vous mettez en place une sorte de poésie en prose non versifiée, très libre, de petits paragraphes de 5 ou 6 lignes, où les phrases, souvent, sont coupées en deux. Je n'écris pas, je note. J'étais à Port-au-Prince avec ma femme et mes filles et j'avais un carnet et j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, si je demande comment va la ville, même si c'est ma ville natale, à des gens qui sont restés, ils vont me raconter des bobards. Et ça se fait pas en Haïti. On ne demande pas. Ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai dit, je vais regarder par moi-même. Je vais noter ce que je vois, les choses les plus banales, et je vais essayer de glisser une conscience du moment, une conscience d'être. Après, plus tard, bien plus tard, je ferai un récit avec ça. Et quand j'ai commencé à vouloir écrire le récit, les notes semblaient si parfaites, si solides, si autonomes que je me suis dit ce serait stupide d'ajouter. Et à chaque fois que j'ajoutais quelques phrases, je voyais que c'était du superflu, que ça n'avait aucun intérêt, que tout cela était très clairement dit et que je devais faire attention à ce que ce soit mieux dit au lieu d'essayer de gonfler ça. Et j'ai gardé ça, j'ai ajouté quelques petits textes nouveaux qui n'étaient pas dans les notes, qui donnaient un peu une explication légère sans donner l'impression de faire de la pédagogie et qui permet au lecteur de suivre un peu mieux, qui sont les passages un peu en prose. C'est un livre écrit en marchant. Être sur une île déboisée, en sachant qu'on ne verra jamais ce qui se passe de l'autre côté de la mer, pour la majorité des gens d'ici, l'au-delà est le seul pays qu'ils espèrent visiter un jour. Un chien remonte la rue, nez vers le ciel, queue raide. Il court prendre la tête du cortège funèbre. Je me souviens des porteurs de mon enfance qui dansaient avec le cercueil sur leurs épaules, des femmes menaçant de se jeter dans le trou pour rejoindre leur mari, des chiens apeurés courant parmi les tombes, tandis que le vent fait balancer les palmiers comme une fillette qui joue avec ses tresses. La mort me semblait si drôle à l'époque. Plus tard, dans mon adolescence, il ne se passait de jour sans que le tocsin ne sonne pour quelqu'un, ce qui glaçait à chaque fois le sang de ma mère. La mort, qu'on comparait alors à un voyage, me faisait plutôt rêver. La mort pouvait venir n'importe quand,
une balle dans la nuque. Le simple fait de couper une phrase au bon endroit donne à votre narration de grandes émotions. Cette narration donne l'impression d'un narrateur en apesanteur qui flotte au-dessus du récit, secoué par le deuil et la culpabilité d'avoir passé 30 ans loin de sa famille et de sa terre natale. Est-ce que c'était l'intention ? Tout m'a conduit là, à cette forme-là. Et ce livre appelait de lui-même ce mouvement. On a l'impression que c'est des poèmes. C'en est ? Eh ben, c'était ça alors. Qui d'autre l'a fait avant vous, parmi vos auteurs chéris ? Le plus proche, c'est Bukowski, avec ses poèmes en forme de récit qui ressemblent à ses nouvelles, à ses contes en plus bref, qu'il a fait dans L'amour est un chien de l'enfer. Mais c'est différent. Ma poésie est plus jeune fille, plus féminine, plus mince, et puis avec une taille plus cintrée, et moins coup de poing, plus évidemment émotive. Par petites touches, en effet, vous parcourez votre pays, ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs. C'est l'exemple le plus limpide d'une théorie dont vous parlez très souvent à propos de votre travail, en vous comparant aux peintres primitifs, à ces Italiens antérieurs aux innovations de la Renaissance, qui s'adressaient au sens, qui proposent un univers si naturel qu'on croit qu'il est simple, alors qu'évidemment, ce n'est pas si simple. Comment est-ce qu'on fait pour faire simple ? J'ai toujours aimé regarder les peintres primitifs haïtiens, j'ai toujours écrit sur eux, j'ai été dans leurs ateliers pour les voir travailler. Je n'ai jamais pensé que ce qu'ils faisaient était simple. Je découvre un vieil homme, endormi sous un bananier. Quel genre de vie a-t-il mené pour continuer à sourire dans son rêve? J'imagine qu'elle fut différente de celle de l'ancien ministre qui passe ses nuits dans un musée où la plupart des tableaux reproduisent le cadre champêtre où dort ce paysan. L'un vit dans le rêve de l'autre. On dit que les peintres primitifs mènent tout presque vers le premier plan et qu'il n'y a pas souvent de point de fuite, il n'y a pas souvent d'envie de pénétrer dans le tableau, il y a un barrage. Il y a toujours des enfants, des foules, des marchés. Et on dirait que les personnages veulent se jeter hors du tableau et toutes ces foules font barrage vers le fond du tableau. Mais j'ai compris, à force de les regarder, que c'est différent tout simplement. Le point de fuite n'est pas au même endroit que cette peinture avec le point de fuite en arrière qui invite à pénétrer dans le tableau, qui invite à habiter le tableau. Le peintre primitif, lui, il veut vous habiter. Son point de fuite, c'est dans votre plexus. Il veut entrer en vous. Ces foules, ces gens qui veulent se jeter hors du tableau, c'est pas dans le vide, c'est dans vos bras. Et vous concernant, comment traduire cet état d'esprit sur la page ? C'est une sorte d'entassement, empilement d'émotions et qui finit par faire masse et qui finit par devenir irréfutable. Le lecteur a l'impression qu'on ne fait pas appel à son esprit critique, qu'on s'invite chez lui. Les livres donnent l'impression, comme les peintures primitives, d'être autonomes. Ce sont des évidences qui ont leur poids émotionnel. L'essentiel de votre geste, une fois que vous avez le matériel devant vous, c'est-à-dire tout ce que vous avez noté au cours de ce voyage, consiste à légèrement couper ou à réagencer les moments entre poésie et narration, mais pas beaucoup plus. Oui, pas beaucoup plus, consiste à rester dans l'émotion chaque fois que je la vois dans une strophe et à la garder et à ne pas essayer d'expliquer trop, d'enfler la chose, d'en mettre par-dessus, à rester à cette distance un peu comme si je surplombais, mais je me voyais plutôt comme quelqu'un qui vole, comme quand j'étais enfant et que je volais à travers les petits gouaves, le ciel de petits gouaves, la nuit, dans les rêves. On travaille, on enlève et brusquement la chose est là et puis je la garde. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire une autre strophe, si j'en ai la force et j'avance comme ça, je navigue à vue.
J'ai pris toutes les précautions du monde pour annoncer à ma mère la mort de mon père. Elle a d'abord fait la sourde oreille, puis s'est fâchée contre le messager. La distance est si fine entre la longue absence et la mort que je ne me suis pas assez méfié de l'impact de la nouvelle sur les nerfs de ma mère. Ma mère évite de me regarder. J'observe ses longues mains si délicates. Elle rentre et sort de son droit l'anneau de mariage, tout en fredonnant si doucement que je peine à comprendre les paroles de la chanson. Son regard se perd dans le massif de laurier rose qui lui rappelle des souvenirs d'un temps où je n'étais pas encore. Le temps d'avant. Revoit-elle cette époque où elle n'était qu'une jeune fille insouciante? Son sourire furtif m'a atteint, plus que des larmes. J'entends chanter ma mère dans la chambre d'à côté. La nouvelle de la mort de mon père lui est enfin parvenue à la conscience. Le cortège de douleur, les joues vides, alternant avec l'éclat du premier regard, tout refait surface. Ce chant de ma mère, dont j'ai fini par en capter quelques bribes, parle de marins paniqués, d'une mer mouvementée. En 2013, l'année de son élection à l'Académie française, Dany Laferrière publie un petit livre très précieux qui s'accorde de manière assez joviale avec le principe de ce podcast. Titre « Journal d'un écrivain en pyjama », soit 202 courtes chroniques qui s'adressent à des gens qui aiment écrire sans vouloir devenir écrivain. Voici divers conseils piochés dans cette boîte à outils libre et imagée. La meilleure technique, c'est d'enlever le premier chapitre. Quand on ne répète jamais 2 fois le même mot, on a l'air de ces jardiniers qui chassent furieusement la moindre mauvaise herbe. Une digression est réussie quand le récit semble échapper, pour un heureux moment, à l'auteur. Il faut apprendre à salir une page. Enlevez un adjectif sur 2. Vous verrez mieux devant vous. Évitez aussi de toujours utiliser l'adjectif qui convient. Cela fait trop bon ton. Il n'y a pas pire qu'une forme sans surprise. Si 2 personnages se parlent, il vaut mieux que l'un d'entre eux bouge. On reconnaît un bon dialogue quand on sait qui parle avant de finir la phrase. On parle souvent pour dire ce qu'on ne peut plus garder pour soi. Évitez les dialogues trop brillants. On ne parle pas ainsi dans la vraie vie. Je me souviens de ma découverte du mot « ça ». Ça m'a pris du temps avant d'écrire ce petit mot. Je le trouvais vulgaire. Les dialogues les plus difficiles à faire sont ceux qui ont l'air banals, bien qu'ils se disent là des choses profondes. C'est bizarre, de moins en moins de gens disent qu'ils écrivent pour donner une voix à ceux qui sont sans voix. La formule est d'Aimé Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal. Si vous avez un personnage plus brillant que les autres, donnez-lui un hobby manuel. Si on comprend ce que vous voulez dire sans métaphore, enlevez-la. C'est toujours préférable d'écrire dans une ville que vous n'aimez pas. Un écrivain travaille surtout quand il ne pense pas à ce qu'il est en train d'écrire. La maladresse est une force ivre qu'il ne faut pas chercher à contrôler par trop d'adresse. L'adresse s'apprend, mais avec le temps, on risque d'acquérir plus d'expérience, ce qui n'est pas une qualité. C'est toujours bien de travailler sur 2 textes à la fois, l'un majeur, l'autre mineur.
Si vous écrivez en rêvant de faire de la politique, vous pouvez être sûr de ne réussir dans aucun des deux domaines. Écoutez le lecteur qui cherche la petite bête. C'est peut-être mal écrit, c'est sûrement mal écrit, mais il y a moyen de retravailler pour chercher cette émotion bien enfouie dans cette boue. Ce sentiment de culpabilité que vous traînez depuis 3 jours parce que vous n'avez pas écrit une seule ligne sera l'étincelle qui fera repartir la machine. Il faut savoir s'arrêter avant la chute. Privilégiez les fruits et les légumes. Vous avez su dès le départ qu'il vous fallait mettre à distance votre île pour ne pas se laisser entraîner dans sa spirale. J'écrivais pour changer de classe sociale. Je ne voulais plus rester derrière la vitre des restaurants. Je n'avais au fond de ma poche, pour toute fortune, que les 26 lettres de l'alphabet qui m'ont permis d'écrire des livres, de voyager et de ne plus jamais payer un repas, ni une chambre d'hôtel, ni un billet d'avion. La littérature peut faire disparaître l'argent. Je traverse le monde en sifflotant. Mais qui paye concrètement ? C'est votre agent ? C'est votre éditeur qui anticipe vos dépenses à chaque fois ? Mes livres, cher ami, mon éditeur ne paie pas, ce sont mes livres qui paient pour moi. Vous savez, il y a un argent qui n'est pas extraordinaire, qui flotte un peu dans l'espace, qui est l'argent des subventions pour inviter les écrivains. C'est pas beaucoup, hein. J'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu dire autre chose. J'aurais pu dire, j'ai beaucoup écrit, j'aurais dû avoir de meilleures rétributions. J'aurais pu dire que quand les gens m'invitaient, ils auraient dû me payer plus cher. Et j'ai choisi plutôt cette vie gracieuse, au lieu de me plaindre qu'on ne paie pas assez le fait que je sois là à faire des conférences, à m'asseoir pour signer. J'ai dit je suis heureux que le soir on m'invite à manger. Je dis que je suis heureux qu'on me mette dans un bel hôtel. Je vis de l'instant présent, au gré du vent. Et voilà. Est-ce qu'on peut parler d'argent en détail ? Ah ben oui, allez-y. À combien s'élevait l'avaloir obtenu au Québec en 1985 pour votre premier roman ? Ah ben c'est bien de parler d'argent, je vais parler un moment de ça. J'ai jamais pris d'avaloir jusqu'à peut-être le prix Médicis et on m'a obligé à prendre d'avaloir. J'ai jamais pris d'avaloir. Jamais. Non, Zéro. Je ne veux pas d'avaloir. Dès le départ, j'ai su que la question était les droits. J'ai discuté des droits avec mon éditeur Jacques Lanctot. Je lui ai dit, gardez les avaloirs, l'argent ne m'intéresse pas en espèces. Ce que je veux, c'est les droits. Un jeune écrivain qui publie son premier roman, qui dit à un jeune éditeur, c'était un de ses premiers romans qu'il venait de publier aussi quand il a acheté les éditions VLB. Il est content d'entendre ça, surtout quand le roman commence à marcher. Non seulement je n'ai pas pris d'avaloir, j'ai même pas pris, ça a pris du temps avant que je touche l'argent. Je disais pendant des années à l'éditeur, gardez votre argent, je veux les droits. Des années plus tard, il a vu que j'avais raison. Quand on a acheté les droits du film, quand on a commencé à faire les traductions, j'avais compris, j'avais confiance totalement dans mes livres. Alors, à partir de quand vous commencez à vivre de votre littérature ? J'ai pas fait attention à l'argent dans cette histoire-là. J'ai pas prêté attention du tout. Oui, mais comment survivre ? Ben, je vis au crochet de ma femme. Je fais des petits travaux. Je vis avec très peu, moi. Quand j'ai pas beaucoup, je vis pas. Quand j'ai un peu plus, peut-être. Mais je m'en fous complètement de cela. C'est les droits qui m'intéressent, et pas pour moi d'ailleurs, c'est pour mes filles. À combien s'élève l'avaloir que vous avez obtenu des éditions Grasset en 2009 pour l'Énigme du retour ? Je ne peux pas vous dire exactement. Je ne regarde pas ça. Mon éditeur me dit, est-ce qu'on fait le même avaloir ? On fait le même... Oh, je dis oui. Mais c'est 8 000 €, c'est 15 000 €? Peut-être 15 000, oui, peut-être. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vis pas beaucoup sur l'argent, donc je n'ai pas besoin d'avance. J'ai jamais pris d'avance, j'ai jamais appelé un éditeur pour lui dire de me donner d'argent sur un livre. J'attends qu'on m'envoie mon chèque ou bien je passe le chercher. Je n'ai jamais appelé un directeur commercial pour lui dire combien de livres j'ai vendus. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas. La petite usine marche. Elle marche très bien, je peux vous dire.
eh bien, je me contente de m'en aller sur les routes. Je n'ai jamais senti le poids de cette question. Tout ce que je veux, c'est que mon éditeur soit enthousiaste et qu'il ait envie de faire sortir mon livre et que moi, je sois content. Je sais que ce sont les livres qui comptent et qu'ils vont durer, et je le sais profondément. Donc, à ce moment-là, tout ce que je veux, c'est, par exemple, les livres, disons, dessinés à la main, c'est garder les manuscrits pour que mes filles, quand elles auront des problèmes, qu'elles les vendent page par page et qu'elles s'amusent avec en se payant du vin, une bonne soirée. C'est que cette littérature puisse aller à la fin pour le bonheur, la fantaisie, le gaspillage, le bon temps. Une question de notre réalisateur Samuel Hirsch. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre ? Une rumeur, beaucoup plus qu'un son clair et définitif. La rumeur des voix qu'on entend de si loin qu'on ne perçoit pas le sens des mots, mais dont on sent la musique. C'est un mot qui revient souvent dans mes livres. J'ouvre la fenêtre pour entendre la rumeur du monde. Je ne suis pas sûr de trop bien entendre distinctement ce qui se dit, mais je suis très heureux d'entendre qu'elle continue ce ruban soyeux de voix et qui parfois peut être colérique, d'autres fois tendre et fluide, d'autres fois, disons, haché et syncopé. Cette rumeur, j'en ai besoin pour savoir que je vis, que je suis vivant. Merci beaucoup, Dany Laferrière. Merci aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Bookmaker, les écrivains au travail, à suivre sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation et la musique originale, à Vincent Desfossés pour le solo de trompette que vous entendez en ce moment même. J'en profite d'ailleurs pour signaler que chaque mois, un musicien viendra revisiter à sa façon le générique de Bookmaker. Merci aussi à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, ainsi qu'à Arnaud Forest, Annabelle Martella et Émilie Mendy pour les lectures. Le mois prochain, je recevrai avec joie Lola Lafont.